Avant cela, on va s'intéresser à la presse indépendante en Belgique francophone et plus précisément à deux magazines d'actualité qui sont aujourd'hui en difficulté. Il s'agit de Médor, qui sera représenté par l'un de ses cofondateurs, Quentin Arfalize, et Wilfried avec son rédacteur en chef, François Brabant. On va commencer avec vous, François Brabant. Wilfried, c'est un trimestriel, ça existe depuis 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Vous êtes en difficulté, ça veut dire très concrètement que vous êtes en train de renoncer à certains de vos projets ? Oui, bonjour. Les informations que vous avez données sont bien exactes. On existe depuis 5 ans. On a un trimestriel exclusivement en papier. Et vu les difficultés dans lesquelles on est confronté, la coopérative Wilfried, qui éditait jusqu'à présent 3 titres, une édition en français, une édition en néerlandais, et le magazine Eddy centré sur le sport, a, lors d'une assemblée générale au mois de décembre dernier, pris cette décision difficile de geler 2 titres sur 3, c'est-à-dire qu'on a mis au frigo aussi bien Eddy que notre édition en néerlandais pour rassembler toutes nos forces, tous nos moyens humains et financiers autour du vaisseau amiral, qui est aussi ce pourquoi la coopérative a été créée, c'est le magazine Wilfried en français. Ça veut dire qu'il y avait 3 magazines et dans les mois qui viennent, il n'y en aura donc plus qu'un seul qui sera édité. Il faut quoi pour sauver Wilfried et revenir à une situation plus confortable ? J'ai vu que vous lanciez un appel au public. Il faut trouver 350 000 €, c'est ça le ballon d'oxygène dont vous avez immédiatement besoin ? Oui, c'est bien ça. Donc, on a lancé ici, il y a une dizaine de jours, un grand appel au public, parce que ce qui fait la spécificité de Wilfried depuis les débuts, c'est qu'on est un magazine qui appartient à ses lecteurs et à ses lectrices. On n'est pas le joujou d'un industriel, ou on n'est pas adossé à un grand groupe média. Et pour se tirer d'affaires, en fait, on a besoin de 350 000 €, mais ces 350 000 €, c'est pas justement un simple ballon d'oxygène pour passer l'hiver, c'est de quoi établir une vraie stratégie qui nous permettra d'être à l'équilibre à la fin de l'année 2024. C'est vraiment pour construire quelque chose de très durable sur 3 ans et pas une emplâtre sur une jambe de bois. Alors, on va aller du côté de Médor avec Quentin Arfalize. Vous êtes un petit peu plus vieux à Médor, ça fait 7 ans, c'est le numéro 25 si je ne me trompe pas. Financièrement, comment ça va chez Médor ? Là aussi, la situation est un peu compliquée. Quand on fait un magazine indépendant, on est toujours sur le fil ? En fait, je vais un petit peu relativiser ce que vous avez dit en entrée d'émission. C'est-à-dire, en fait, nous, on remarque qu'on a une baisse des ventes en librairie. Maintenant, au niveau des abonnements, on s'en est quand même pas trop mal tiré. En fait, pendant le confinement, on a eu une hausse, pas énorme, mais une hausse quand même. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est le fait que les librairies aient été fermées si longtemps, qu'il y ait moins de gens qui aillent dans les gares, qui voyagent, qui simplement bougent, du coup, sont moins en contact avec notre magazine dans l'espace physique, et donc c'est ça qu'on paye un petit peu pour le moment. Donc au niveau des chiffres, on va faire effectivement une perte sur cette année-ci. Maintenant, le titre n'est pas menacé à court terme, et il ne s'agit pas non plus d'avoir des grands plans par rapport à ça. Ouais. L'indépendance, pourquoi est-ce que c'est important pour un journal comme Médor ? C'était quelque chose que vous aviez fort mis en avant lors du lancement. Comme pour Wilfried, il n'est pas question ni d'avoir un actionnariat avec des groupes industriels, par exemple, ni de vous adosser à un partenaire d'un grand groupe de presse ? Non, c'est pas du tout l'objectif. De toute façon, nous, on a une coopérative à finalité sociale. On a un nombre assez important de coopérateurs qui, lui, n'a jamais cessé de croître au fur et à mesure du temps. Et ce sont ces coopérateurs qui sont nos patrons. Et donc, justement, ils nous permettent de pouvoir lancer des projets. Nous, on a lancé un site, par exemple, avec des informations qui ne sont pas dans le magazine papier. C'est grâce à la confiance de nos coopérateurs. Donc là, pour le moment, il n'est pas du tout question d'aller chercher des actionnaires privés. On a toute une série de personnes qui peuvent nous aider en cas de besoin, justement, pour tester des nouvelles choses. L'indépendance, c'est aussi la capacité, un peu comme Wilfried, d'aller chercher dans la narration, d'aller chercher un ton, de ne pas justement dépendre de ces personnes-là pour garantir en fait aux lecteurs ce pourquoi ils sont venus vers nous au début. C'était justement pour avoir cette sensation et cette certitude que les journalistes et tous les créateurs de contenu au sein du titre étaient libres. Voilà, et donc effectivement, ce sont 2 magazines qui apportent une tonalité un petit peu différente, un peu de diversité dans notre paysage médiatique. On va les présenter d'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas très très bien. On va voir la une de vos journaux, la dernière une de Wilfried pour commencer, avec un demi-crâne d'Elio Di Rupo, un demi-crâne de Yann Yambon.
Expliquez-moi ça, François Brabant. Wilfried, ça parle essentiellement de politique, mais le format sur lequel vous insistez, c'est le format du récit. C'est-à-dire que ce sont des articles très longs. C'est un peu ça votre marque de fabrique, hein, c'est ça? Vous avez beaucoup parlé des inondations aussi dans ces derniers numéros. Il y a même eu un hors-série sur les inondations en Wallonie. Hein. Oui, en fait, Wilfried, c'est le magazine qui raconte la Belgique, tout simplement, et avec une attention qui est portée à la langue, au récit, à l'écriture. C'est un magazine qu'on peut lire comme un roman. C'est un magazine aussi qui essaie de donner une vision apaisée du moment dans lequel on est, parce que je pense que plus que jamais, justement, on a besoin de médias libres, mais on a aussi besoin de médias qui donnent de l'oxygène, qui donnent du souffle et qui nous aident à nous y retrouver dans ces moments si compliqués dans lesquels on se trouve. Alors, même exercice quant à leur valise. La dernière une de Médor, il y a une peau de banane. Ça parle de nucléaire, de Facebook, de marathon. Petite particularité, expliquez-nous ça peut-être. Hein. Vous êtes pilote de Médor, donc c'est un système de rédacteur en chef tournant. Il y a un esprit d'équipe important dans votre journal. Oui, donc en fait, il n'y a pas de rédacteur en chef unique. On change dans une équipe de 5 personnes tous les 3 mois. Donc, c'est moi qui ai piloté le dernier numéro dont vous voyez la une. Dans le prochain, c'est pas moi qui ferai tous les choix. Je vais m'occuper du web. L'idée est vraiment d'avoir une organisation horizontale qui est aussi la même du côté de l'équipe de graphistes, où c'est des graphistes qui collaborent ensemble. Il n'y a pas de directeur artistique nommé au sein de Médor. Et donc ça, c'est un trait particulier du magazine. Et pourquoi est-ce qu'on a mis une banane ? C'est parce qu'en fait, on a avant tout un magazine d'investigation nous, on essaie de défricher des sujets, d'aller dans des endroits en fait et de les explorer au maximum, de prendre le temps de faire ça, de faire aussi attention à la narration. Et on a une grosse enquête en fait sur l'argent public qui est dépensé par les partis et par des personnalités politiques comme Georges-Louis Boucher par exemple dans des sponsoring Facebook, des pubs. Et donc on a pensé que ça c'était une société qui glissait peut-être sur une peau de banane quand il y avait autant d'argent public qui partait dans une société étrangère pour simplement faire de la propagande. Alors, on a posé le constat, hein. C'est évident que vos deux journaux, ils contribuent à la diversité de notre paysage médiatique. Je voudrais qu'on essaye de trouver une solution. Une équipe de 5 personnes d'un côté, 3-4 personnes de l'autre, ça reste malgré tout c'est modeste, hein, des petits journaux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour garantir votre survie, votre existence et accroître votre diffusion et votre influence? Peut-être avec vous, on commence, Quentin Narfalise. Il faut plus d'aide des pouvoirs publics, mais ça vous rendrait dépendant des pouvoirs publics. Il faut trouver d'autres solutions. C'est quoi l'avenir de la presse indépendante, de la presse magazine indépendante en Belgique francophone? Non, je pense qu'il y a d'abord un constat, en fait, c'est que c'est effectivement très compliqué d'installer un nouveau titre dans le paysage. On voit Wilfried l'essaye, on essaye de le faire. Ce sont malgré tout des titres qui tiennent, donc il y a quand même une vraie résilience. Hein. Il y a beaucoup de titres aussi en France qui ont été lancés et qui ont été fermés au bout de quelques mois ces dernières années. Donc ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Je pense qu'en fait, il y a aussi une question du lectorat. C'est important que tous les citoyens se disent qu'effectivement, il faut aller vers d'autres titres, je pense, à la fois pour des questions de curiosité. Il y a énormément de choses à apprendre dans nos différents titres, à la fois des infos exclusives, à la fois des choses où on peut prendre du plaisir. Et donc l'idée, c'est plutôt de convaincre des citoyens, des lecteurs, des coopérateurs à nous rejoindre avant d'aller vers les pouvoirs publics. Nous, on touche, je termine juste, on touche une petite aide à la presse qui est finalement très très petite. Hein. C'est quelques dizaines de milliers d'euros qui prennent beaucoup de temps à être obtenus avec des dossiers administratifs, mais sans doute que les pouvoirs publics ont aussi quelque chose à faire parce que c'est dans leur intérêt aussi de garantir en fait cette diversité. Ouais, même question pour François Brabant, il faudrait augmenter l'aide à la presse, hein, pour rebondir sur ce que dit Quentin Narfalise. Mais je vous provoque un petit peu, si le lecteur n'est pas là et que le papier ça coûte cher, est-ce qu'il ne faut pas abandonner le papier et aller vers un site internet? Est-ce que Wilfried pourrait imaginer ce genre d'évolution ou pas? Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, si vous dites si le lecteur n'est pas là, mais les lecteurs sont là, et c'est là tout le drame en fait, c'est que on a vendu le dernier numéro à 5200 exemplaires, c'est notre meilleur résultat depuis 4 ans. Notre nombre d'abonnés, il est en hausse constante depuis 3 ans. Donc, moi, je serais prêt à lâcher l'affaire si je constatais que Wilfried n'intéresse personne. Il n'y a que 2 pelés, 3 tondus qui nous suivent. Mais le public répond présent. Le chiffre clé pour qu'on soit à l'équilibre fin 2024, d'après notre plan financier, c'est 7200 lecteurs payants, dont la moitié en abonnés. On est pour l'instant à 5200. Mais par contre, la marche est haute, mais on n'est pas si loin que ça non plus.
Par contre, il y a une vraie difficulté qui est liée au fait que c'est très très difficile de faire vivre un média indépendant dans tous les pays du monde, et ça l'est encore plus dans un petit marché de Belgique francophone de 4,5 millions d'habitants. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite dans le chef de tous les dirigeants politiques, mais je dirais aussi dans toutes les parties prenantes de notre société. Il faut du soutien. Quel qu'il soit, il faut un soutien public, il faut un soutien privé, mais on ne peut pas laisser les seules forces du marché décider de quel média sera rentable et quel ne le sera pas. Voilà, et ce soutien il est nécessaire pour avoir un peu d'oxygène et de diversité dans notre paysage médiatique. C'est ce qu'on voulait souligner dans ce débat. Merci Quentin Noirfalise pour Médor et merci François Brabant pour Wilfried. Merci d'avoir participé à ce petit débat.